On va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. On est ravis une fois de plus de vous retrouver. Eh bien oui, nous assistons aujourd'hui déjà au 4e webinaire d'une série de 5 sur le thème des arnaques. Et donc, il reste encore un webinaire à venir. Vous avez les informations qui sont affichées sur votre écran. Si vous désirez vous inscrire, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Donc, je vais rappeler rapidement les objectifs de cette série de webinaires. Donc, c'est vraiment donner la parole à des experts pour qu'ils puissent vous outiller, pour que vous-même, vous puissiez informer et aiguiller des personnes victimes d'arnaques. Et donc, pour chaque arnaque présentée, on va essayer de vous expliquer comment ça se passe, quel est le déroulement, les signes qui permettent de détecter l'arnaque, quelles sont les conséquences aussi juridiques et financières pour la victime, pour le fraudeur, et aussi quels sont les recours possibles. Alors, avant de donner la parole aujourd'hui à nos deux oratrices, je vais revenir sur quelques informations pratiques. Donc, la première, comme d'habitude, le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera accessible sur le site de l'Observatoire. Le PowerPoint et l'enregistrement vont aussi vous être envoyés par email dans les jours qui arrivent. En termes d'organisation, toujours la même formule, donc 45 minutes d'exposé, 15-20 minutes de questions-réponses. Je vous remercie de poser vos questions directement dans la messagerie durant la présentation. Et Christiane Louautier, qui est juriste de l'Observatoire, sera la modératrice du jour. Elle compilera toutes vos questions et elle les soumettra à nos oratrices à la fin de la session. Donc, si vous avez par contre un problème avec la messagerie et que vous ne parvenez pas à poser vos questions, vous pouvez envoyer un email à Aurélie Jourdain. Je vous ai mis son adresse mail dans la messagerie. Et enfin, les personnes qui souhaitent recevoir une attestation de participation, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir. Donc, à la fin de ces 5 webinaires, l'équipe elle va rédiger une petite brochure de synthèse de tous les conseils qui auront été dispensés avec les personnes ressources également, et tout ça sera transmis également par email. Alors, je pense que voilà, il est grand temps maintenant de laisser la parole à nos oratrices du jour. Donc, Charline Goré de Fébelfine et Marie-Astrid Dambourg, qui est substitut du procureur du roi de Bruxelles. Je vous remercie vivement d'être présente et je vous remercie du temps aussi que vous avez consacré à la préparation du webinaire. Je vais vous laisser vous présenter et eh bien, je vous laisse jusqu'à 14h45 pour la séance de questions-réponses. Merci à vous et bon webinaire à tous. Merci. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Charline Goré et je travaille au service communication de Fébelfine, qui est la fédération belge du secteur financier. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 phénomènes. Donc, le premier, ça sera le phishing, qui est vraiment devenu un problème de société. Vous avez peut-être déjà, vous, reçu un SMS ou un email de phishing. Moi-même, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un SMS de soi-disant It's Me me disant que mes comptes étaient bloqués et que je devais absolument cliquer sur le lien pour les débloquer. Bref, pas de chance pour les fraudeurs parce que je sais comment démasquer ce genre de SMS, et puis It's Me n'envoie jamais ce type de SMS. On verra plus tard dans la présentation comment justement détecter les faux messages qui sont envoyés. Et le deuxième phénomène dont je vais vous parler, ce sont les mules financières. Donc, c'est un phénomène qui est lié au phishing et qui touche surtout les jeunes ou les personnes plus précarisées. Et pour cette partie, je serai aidée donc par Madame Dambourg qui va exposer les conséquences pénales pour les personnes qui acceptent d'être mules. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous présenter tout de suite, Madame Dambourg, ou si vous vous présentez au moment où c'est votre partie. N'importe. Moi, je peux me présenter immédiatement, mais très rapidement. Bonjour à tous, je suis, comme le disait Madame Goré, Marie-Astrid Dambourg, je suis substitut du procureur du roi au parquet de Bruxelles, dans la section ECOFIN, et je suis également magistrat de référence pour Bruxelles, pour tout ce qui concerne les fraudes avec utilisation de mules bancaires,
Et c'est à ce titre-là que j'ai développé la Fraud Team, qui a essayé de mettre en place de manière multidisciplinaire une lutte plus active contre le phénomène de fraude et le phénomène de mule bancaire, raison de ma présence parmi vous aujourd'hui. Je recède la parole et je la reprendrai tout à l'heure. Merci. Alors, tout d'abord, 2 petites définitions pour expliquer c'est quoi le phishing et ce qu'on entend de plus en plus aussi, le terme smishing. Alors, le phishing, c'est quand des fraudeurs vont essayer de se faire passer pour des organisations, comme des banques, comme It's Me, comme Cardstop ou comme des magasins, par exemple. Et ils font ça parce qu'ils essaient de vider le compte bancaire de la personne qu'ils essaient de piéger. Et pour ce faire, ils vont envoyer un message par SMS, par email, sur les réseaux sociaux qui contient un lien. Et si on clique sur ce lien, on va arriver vers une fausse page Internet, vers une fausse page d'identification de banque en ligne. Et là, il sera demandé à la personne d'introduire ses codes bancaires personnels. Et le phishing peut aussi se faire lors d'une conversation téléphonique. Alors évidemment, si la personne donne ses codes bancaires, les criminels auront accès à ses comptes. Le lien peut aussi contenir un virus qui, une fois installé, va voler toutes les données personnelles de la victime, dont évidemment ses données bancaires. Et le smishing, en fait, c'est la même chose, c'est du phishing, mais c'est le terme qu'on emploie lorsque le message est envoyé spécifiquement par SMS. Alors, on a constaté que les tentatives et les cas de phishing ont vraiment augmenté l'année dernière. On le voit notamment dans les chiffres qui sont quand même assez interpellants. Donc, on sait qu'en 2020, il y a eu en Belgique 67 000 transactions frauduleuses par phishing. Les fraudeurs ont volé pour un montant net total d'environ 34 millions d'euros, donc toujours en Belgique. Et la police fédérale a aussi constaté une augmentation de 204% du nombre de victimes par phishing par rapport à 2019. Et ça représente environ 7500 signalements. Et pourquoi on a vu une telle augmentation ? Bien, une explication, c'est que avec le confinement, beaucoup de personnes ont fait leur premier pas vers le numérique. Et de manière générale, les Belges ont passé plus de temps derrière leurs écrans en 2020 et donc ont été plus exposés aux tentatives de phishing. Voilà, en fait, nos vies deviennent de plus en plus digitales et pour les fraudeurs, c'est peut-être moins intéressant actuellement d'essayer de voler votre sac dans la rue ou de cambrioler votre maison. On voit vraiment qu'il y a un basculement vers la fraude en ligne et en particulier vers le phishing. Alors, comme je le disais, 2020, ça n'a pas seulement été une crise sanitaire et économique, mais ça a aussi été une crise du phishing, car on a vraiment vu les attaques se multiplier. D'un côté, il est plus facile aujourd'hui pour les fraudeurs de réaliser des fraudes en ligne. Il existe sur Internet des kits de phishing. Ils peuvent utiliser de nombreux vecteurs pour essayer de piéger les potentielles victimes. On a les réseaux sociaux, on a les SMS, on a le mail. Donc voilà, la vie est finalement devenue plus facile pour les fraudeurs qui sont alors de plus en plus nombreux. Et aussi, d'un autre côté, les criminels ont aussi adapté leurs techniques de fraude à l'évolution de nos modes de vie. Donc c'est ce que j'expliquais à l'instant. On a vu vraiment beaucoup d'attaques qui ont joué sur les émotions, sur la peur des gens face à la pandémie. Ils se sont fait, par exemple, passer pour des employés d'organisations comme des organismes de santé, des services gouvernementaux ou des banques. Ils ont aussi profité de l'augmentation des achats en ligne et du télétravail en se faisant passer pour des sociétés de livraison de colis, des plateformes de commerce en ligne, des fournisseurs de réseaux, etc. Et ce qu'on a vu aussi, c'est énormément de messages qui étaient liés au coronavirus directement. Par exemple, vous avez peut-être vu des messages passer où on vous promettait une prime Corona. Et ça a renforcé aussi la tentation du clic pour de nombreuses personnes. Et le but de toutes ces attaques, c'est finalement que les victimes donnent leur code bancaire, que ce soit le code PIN ou les réponses qui sont données par le lecteur de carte, ou qu'elles donnent aussi leur carte bancaire avec le code PIN. Et ils vont se servir alors de ces données pour effectuer soit des transactions au nom de ces personnes. Ils peuvent recruter aussi des mules financières pour blanchir l'argent volé. On reviendra sur ce point un petit peu plus loin. Et ce qu'on a vu aussi, c'est une multitude de scénarios de fraude où les victimes vont être amenées à transférer elles-mêmes de l'argent aux criminels.
Alors, l'écran que vous voyez, ce sont des exemples concrets qui montrent un peu la disponibilité des kits de phishing qu'on peut trouver sur Internet. On voit notamment des conversations pour dire que l'on recherche des phishers, donc des personnes qui vont utiliser le phishing pour essayer d'arnaquer les gens, etc. Donc voilà, en fait, le phishing, c'est vraiment devenu maintenant un véritable business. Ici, c'est un slide juste pour illustrer mes propos, pour dire qu'on a vraiment vu une augmentation des cas de phishing en 2020 et surtout depuis novembre 2020 où là, ça a vraiment explosé. Alors, vous voyez ici des exemples de SMS de phishing typiques avec les messages nous n'avons pas été en mesure de vous livrer votre colis, consultez ce site, ou encore des messages du type vous avez droit à un remboursement, confirmez le montant via ce site. Les fraudeurs peuvent se faire passer pour toute une série d'organisations, comme It's Me. Donc, dans le troisième message que vous voyez, ils disent par exemple qu'il y a une connexion inhabituelle sur le compte It's Me et que donc ce compte a été bloqué et que si la personne veut le débloquer, eh bien, elle doit cliquer sur ce lien pour confirmer son identité. Ils peuvent aussi se faire passer pour une banque. Ils vont s'adapter aussi à la Belgique en faisant des SMS bilingues pour essayer de toucher un maximum de personnes. Vous le voyez notamment sur le dernier SMS avec un message du style « Votre contrat Belfus Mobile a expiré, renouvelez-le ici ». Voilà, c'est évidemment des faux messages pour essayer de piéger les personnes. Vous allez peut-être voir aussi que beaucoup de messages sont en néerlandais. C'est vrai que la plupart des SMS ou des mails de phishing sont écrits en néerlandais, mais de plus en plus, on voit apparaître des versions soit bilingues ou en français. Alors ça, ce slide va vous montrer deux exemples de fausses pages web qui apparaissent quand vous cliquez sur le lien du message de phishing. Bon, évidemment, le but n'est pas de cliquer sur ces liens, mais je trouve ça intéressant de vous montrer sur quel type de page vous atterrissez si vous cliquez sur les liens. Donc ici, vous voyez que les fraudeurs se font passer à gauche pour le gouvernement flamand et à droite pour le SPF Finance avec MyMiFin. Et ce qui est intéressant, c'est que pour essayer de toucher un maximum de personnes, pour qu'elles donnent leur code bancaire, leurs données bancaires, les criminels, ils vont faire des pages multibanques. Donc en fait, vous n'avez qu'à choisir la banque à laquelle vous appartenez pour arriver vers une fausse page d'identification à la banque en ligne. J'ai mis d'autres exemples dans les slides suivants. Voilà, ici, vous voyez par exemple ce qui apparaît quand vous cliquez sur le lien d'un SMS qui se fait passer pour It's Me. On va vous dire voilà, qu'il y a eu des tentatives de connexion sur votre compte depuis un appareil inconnu et qu'alors du coup, ils ont bloqué celui-ci et que si vous voulez le débloquer, eh bien, vous devez vous identifier. Et là, vous voyez donc sur l'image de gauche que vous avez la possibilité de cliquer sur une liste à choix multiples où vous pouvez choisir votre banque. Donc, par exemple, si vous cliquez sur ING, vous arrivez sur une fausse page avec les couleurs d'ING. Vous le voyez dans la capture d'écran du milieu. Si vous cliquez sur BNP, ben, même chose, vous allez retrouver le logo de la banque, les couleurs, etc. Et un dernier exemple de page, c'est ici un SMS qui, vous voyez, dit que vous avez droit à une prime de 317,53 € exactement et que si vous voulez l'avoir, eh bien, vous devez vous inscrire en encodant évidemment vos données bancaires. Et vous le voyez sur l'image à droite, encore une fois, vous pouvez choisir la banque à laquelle vous appartenez. Alors évidemment, le message clé, et ça je vais le répéter plusieurs fois dans la présentation, c'est qu'il ne faut pas donner ses codes bancaires, que ce soit le code PIN ou la réponse du lecteur de carte via un lien qu'on a reçu par SMS, par email, sur les réseaux sociaux. Il ne faut jamais les donner par téléphone non plus. Donc si on reçoit ce type de message, si on clique sur le lien qui apparaît dans le message et qu'on arrive vers une page où à un moment donné, on va vous demander d'entrer vos coordonnées bancaires, c'est d'office du phishing. Il n'y a aucune organisation qui va vous demander ces infos via un lien, dans un message ou par téléphone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Et une fois qu'on a retenu ça, on ne peut jamais se faire avoir finalement par le phishing. Alors, passons maintenant à des exemples de mails.
Alors, quand on reçoit un mail de phishing, il y a différents éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Donc, c'est évidemment ici un exemple parmi d'autres de phishing bancaire. Donc, ici, les fraudeurs essaient de se faire passer pour la banque postale en France. Ça peut varier, mais ce mail, ça reprend un petit peu les codes des faux emails venant d'une soi-disant banque. Donc, il faut tout d'abord regarder l'adresse email. Bien souvent, vous allez voir qu'elle ne va pas du tout correspondre à l'adresse mail officielle de l'organisation. Donc, il faut toujours la contrôler, vérifier s'il n'y a pas de faute. Parfois, les fraudeurs, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'imiter un maximum l'adresse mail officielle, mais il y a toujours un petit élément qui n'est pas le même. Donc, on peut aussi avoir des adresses du type gmail.com ou hotmail.com avec le nom de la banque ou d'une entreprise. Mais il faut savoir que les organisations officielles ne vont jamais utiliser ce type d'adresse mail. Vous pouvez aussi regarder si l'email s'adresse à vous personnellement. Donc, il vaut toujours mieux se méfier des messages dont le titre est fort général ou alors le titre, c'est votre adresse mail. Mais il faut quand même faire attention avec ça parce que parfois, les escrocs arrivent pour une raison X ou Y à s'adresser à vous personnellement, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Il y a aussi, ce sont des éléments de menace, de contrainte, du style, si vous ne faites pas ça, votre carte bancaire, votre code bancaire va être bloqué. Ils vont essayer en fait de vous faire peur et d'installer un sentiment d'urgence. Donc, ils peuvent aussi mettre des éléments qui vont attiser votre curiosité ou qui touchent à l'argent. Donc, un peu pour l'appât du gain, du style, vous avez droit à une compensation financière, vous avez gagné un prix, vous avez droit à un bon de réduction de X euros, etc. Alors, et il y a aussi, évidemment, toujours un lien qui va vous envoyer vers une fausse page Internet où il vous sera demandé de compléter des informations personnelles, des données bancaires ou de télécharger quelque chose. Alors, un autre conseil aussi, c'est que vous pouvez examiner le lien sans cliquer dessus en positionnant votre souris en fait sur ce lien. Et si vous ne retrouvez pas un lien officiel de votre banque, vu qu'ici on a pris un exemple d'une banque, eh bien c'est une arnaque. Mais il faut aussi, encore une fois, faire attention parce que le nom de la banque est quand même généralement intégré dans le lien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vérifier le nom de domaine, c'est-à-dire le mot qui va précéder le .be, le .com, le .eu, etc. Et il faut regarder si ça correspond au nom de l'organisation. Ici, si vous regardez bien, le nom de domaine, c'est FCNNBFN, donc c'est pas du tout le nom de domaine de la banque. On peut aussi avoir des URL du type deleuze-be.site pour semer un petit peu la confusion, mais évidemment, deleuze-be, c'est pas du tout le nom de domaine de Deleuze. Alors, je vous ai mis encore ici deux exemples récents. Donc, dans le mail d'It's Me, oui, It's Me, il faut savoir que c'est un petit peu à la mode pour le moment chez les escrocs. Ils utilisent régulièrement It's Me. On voit que l'adresse mail est incorrecte parce que c'est mis It's Me et pas It's Me. On retrouve aussi le sentiment d'urgence dont je vous parlais. Donc, si on ne fait pas l'action demandée rapidement, bien, le compte va être suspendu. Et l'autre mail, c'est un faux mail de Belfus. Vous pouvez aussi regarder l'adresse mail qui n'est absolument pas l'adresse mail officielle de la banque. Alors, finalement, en fait, les fraudeurs, ils vont s'en prendre aux maillons les plus faibles, c'est-à-dire les clients, et ils vont essayer, via différents moyens, de les arnaquer, que ce soit via le phishing, des escroqueries comme les fausses factures, les malwares. On a vu récemment le malware Floodbot, vous en avez peut-être entendu parler. En fait, il s'agissait d'un SMS frauduleux qui mentionnait qu'un colis n'avait pas pu être livré. Et donc, il invitait la personne à se rendre sur le site Internet pour suivre la livraison. Une fois que vous étiez sur le site, on vous proposait d'installer une sorte d'application de fichier. Et évidemment, une fois que la personne installe ce fichier, ça vole tous les mots de passe. Alors, ce slide, c'est pour vous montrer un petit peu les différents types de fraudes qui ont été tendance, entre guillemets, en fonction des mois de l'année 2020. Par exemple, en janvier-février, c'était le phishing à la carte bancaire par courrier avec l'idée « renvoyez votre carte bancaire découpée et donnez-moi votre code PIN ». Je vais vous expliquer cette fraude par après. En mars, on a aussi vu une grande augmentation des fraudes à la demande d'aide via WhatsApp.
la fraude au compte à sécurité renforcée, différents SMS au nom de cartes stop, des mails du SPF économie, avec le fameux demandez votre prime Corona, etc. Alors ici, je vais vous présenter deux variantes du phishing, avec premièrement le phishing à la carte bancaire. Et donc dans ce scénario, en fait, les fraudeurs ils vont essayer d'obtenir directement la carte bancaire et les codes bancaires. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un mail ou un SMS de soi-disant votre banque, où il sera indiqué que vous devez remplacer votre carte de débit. Ils vont vous demander de renvoyer l'ancienne carte. Ils vous disent qu'une nouvelle sera envoyée en retour. Et évidemment, vous êtes invité à cliquer sur le lien contenu dans le message pour compléter vos données. Et là, généralement, ils vont vous demander de compléter vos données personnelles, votre numéro de carte, d'introduire votre code PIN actuel et d'en choisir un nouveau, et de renvoyer votre carte par la poste. Alors, il faut savoir que la banque ne va jamais vous demander votre code PIN. Elle va jamais non plus vous demander de renvoyer votre carte bancaire par la poste. Donc, si on est confronté à ce type de demande, c'est d'office une arnaque. On peut aussi mentionner le phishing à la carte bancaire à domicile, qu'on a vu aussi apparaître. Ici, en fait, les fraudeurs ils vont essayer de se faire passer pour des employés de banque et vont appeler la personne pour l'avertir, par exemple, qu'il y a des transactions suspectes sur son compte. Et ils vont essayer de trouver un prétexte. Donc, ça peut être, par exemple, de dire je vous entends plus très bien, il y a une mauvaise connexion, une mauvaise liaison téléphonique. Et vont proposer à la personne de venir directement chez elle. Et si la personne accepte, eh bien évidemment, ils vont l'inviter à se connecter à la banque en ligne et vont faire en sorte de voir, de noter ou même de demander les codes personnels. Ils vont aussi inviter la personne à donner sa carte bancaire pour qu'elle en ait une autre et ils vont veiller à ne pas couper la puce, comme ça ils vont pouvoir l'utiliser après. Et encore une fois, les employés de banque ne vont jamais demander les codes PIN personnels ou les codes qui sont notés sur votre lecteur de carte. Et un employé de banque ne viendra non plus jamais chez vous pour couper ou récupérer votre carte bancaire ou pour résoudre des soi-disant problèmes de paiement. Alors, la problématique du phishing et des autres arnaques en ligne, elle est souvent liée à ce qu'on appelle les mules financières. Donc, en fait, l'argent qui est volé via le phishing n'aboutit pas directement sur le compte du fraudeur. Donc, qu'est-ce que sont les mules financières? En fait, ce sont des personnes qui font ou qui laissent transiter illégalement de l'argent via leur compte. Et les jeunes en particulier, c'est vraiment le groupe cible idéal pour les recruteurs. On a fait une étude d'ailleurs qui a montré que 4% de la population totale prêterait son compte et ou sa carte bancaire en échange d'une compensation. Et cette part, ça passe à 10% chez les jeunes entre 16 et 24 ans. Donc ça signifie en fait que pas moins d'un jeune sur 10 accepterait de prêter son compte bancaire et ou sa carte bancaire en échange d'argent. Le profil, ça peut aussi être des personnes qui connaissent des mules, qui connaissent des difficultés financières, pardon. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, les futures mules, en fait, elles sont approchées en ligne sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie par un recruteur qui va demander à ces personnes de prêter le compte bancaire et ou sa carte bancaire avec le code PIN en échange d'une rémunération. Et la pratique, elle est généralement décrite comme tout à fait légale ou présentée comme un service d'amis et surtout comme un moyen de gagner de l'argent rapidement et facilement. Mais en fait, le recruteur, il a besoin du compte bancaire et ou de la carte bancaire avec le code PIN pour faire transiter de l'argent illégalement ou pour retirer cet argent en cash. Et pourquoi ils ont besoin de mules financières? Eh bien, c'est parce qu'en utilisant le compte bancaire de la mule, ils vont se rendre anonymes. Mais la mule, elle, évidemment, elle ne l'est pas, étant donné que l'argent a transité sur son compte. Et ce sont finalement les mules qui sont tenues pour responsables, car elles ont permis de blanchir de l'argent. Et en plus, souvent dans la pratique, la rémunération attractive qui est promise par les recruteurs, elle est souvent faible, voire nulle dans la plupart des cas. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples de comptes et de stories sur Instagram qui tentent de recruter des mules, de les appâter. Comme je l'ai dit, donc ça peut se faire en ligne, mais ça peut aussi se faire dans la vraie vie, comme dans des bars, etc.
Alors, voilà, ici, je laisse la partie « Quelles sont les conséquences pour les mules financières si elles acceptent, évidemment, de faire ça et de prêter leur compte bancaire et leur carte bancaire ». Merci Madame Gauthier. J'enchaîne donc sur, en quelque sorte, les conséquences pénales du choix dans le chef des mules bancaires de participer en fait à un phénomène qui est un phénomène d'organisation criminelle. Je vais vous proposer de passer au slide suivant. Et donc le plan de ma présentation sera le suivant. J'introduirai brièvement mon propos. J'évoquerai le niveau d'implication qui est parfois divers des mules bancaires. Je parcourrai avec vous les infractions les plus courantes qui sont retenues dans les dossiers de fraude dans lesquels les mules bancaires sont parfois poursuivies pour une seule ou deux infractions, mais parfois pour beaucoup plus quand on considère qu'elles participent réellement à une association de malfaiteurs, une organisation criminelle. J'évoquerai ensuite les conséquences concrètes pénales de leur implication dans les dossiers que nous avons à connaître. Je parlerai du piège de la mule bancaire. On parle de piège parce qu'en fait, elle se retrouve souvent seule au procès, ou en tout cas assez facilement au procès, dans la mesure où elle est le premier acteur qui est identifiable dans les dossiers de fraude. Et je terminerai par la conclusion. Alors, en guise d'introduction, quelques mots. Non, en fait, j'ai rien mis par écrit, donc on peut revenir au slide précédent. En guise d'introduction, quelques commentaires. Tout d'abord, les mules bancaires sont un phénomène en croissance très important depuis quelques années, au même titre quelque part que la croissance du phénomène des diverses fraudes dont Madame Goré vous a parlé. On parle aujourd'hui de la fraude phishing. Mais il est clair que les mules bancaires sont impliquées dans toute une série de fraudes différentes qui sont notamment à l'ordre du jour dans les différents webinaires qui sont proposés sur différentes dates. On a des fraudes au post-it, donc aux fausses factures, on a des fraudes bec, des fraudes au président, des fraudes, toute une série d'escroqueries. Le terme pénal étant escroquerie et le terme plus général étant la fraude, mais en fait, ça revient plus ou moins au même. Et les fraudes sont tant cyber que non cyber. Et le grand dénominateur commun de tout cela, c'est actuellement clairement le recours aux mules bancaires qui facilite vraiment le phénomène des fraudes et qui, quelque part, crée une anonymisation de l'organisation criminelle, raison pour laquelle nous nous y sommes attelés pour à la fois augmenter la qualité des enquêtes et augmenter également le taux de poursuite, ce qui se fait par le développement d'un réseau d'expertise tant au niveau policier et judiciaire, mais également par une approche plus multidisciplinaire qu'on a tant contente de mettre en place pour quelque part réagir plus rapidement et de manière plus pertinente au phénomène que nous avons à quelque part tenter d'éradiquer. Je vais m'atteler à ne pas tomber dans le piège du juriste endormant en parlant trop de droit pur, mais en même temps, j'essaie de vous transmettre un contenu juridique qui vous permettra, le cas échéant, à la fois de comprendre ce qui sous-tend juridiquement les dossiers et également de venir rechercher les infos pénales si jamais plus tard vous avez à quelque part un peu conseiller tant les victimes et sinon des mules qui viendraient discuter avec vous. Je fais un résumé, donc nécessairement des nuances sautes, des généralisations sont faites. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à me le demander. Un petit mot sur le terme phishing, parce que la plupart du temps, les gens demandent d'où vient ce terme PH. Quelque part, on appelle ça un mot valise, ça vient de password harvesting, donc le fait de quelque part cueillir ou venir chercher des codes, mais également le terme phishing fait référence au fait que les hackers en ligne changent souvent la lettre F par le PH pour être moins facilement retrouvé dans les moteurs de recherche, etc. Et donc, c'est la raison du terme, ça c'est la petite anecdote. Et enfin, un mot sur les victimes. Ici, je vais évoquer évidemment le volet mule bancaire, mais il va de soi que le volet en fait victime de ces dossiers est pour nous très important. On est un service public et si on met de l'énergie actuellement dans le fait de quelque part augmenter la qualité des enquêtes
pour pouvoir un peu plus piéger les mules bancaires et arriver à des résultats, c'est évidemment parce que les victimes sont très nombreuses, elles ont des situations parfois qui sont vraiment devenues très difficiles, elles ont des préjudices importants auxquels elles sont confrontées et on souhaite évidemment éviter de donner un sentiment d'injustice à nos concitoyens, raison pour laquelle on augmente notre travail, mais ce n'est pas évident puisqu'évidemment ces dossiers sont prioritaires au même titre que d'autres problématiques pénales. Raison finalement de notre souhait également d'augmenter le volet préventif et éducatif, parce qu'on pense que le meilleur dossier est celui qui n'existe pas. La meilleure fraude est celle qui n'existe pas et la meilleure victime est celle qui n'existe pas non plus, évidemment. Un petit mot encore sur les victimes, même si c'est un peu long au niveau de l'introduction, mais je pense que c'est important. Je conclurai peut-être par ça aussi. Il est indispensable de déposer plainte, mais je terminerai peut-être par ce volet-là. Plainte à la police avec tous les éléments tout de suite, c'est-à-dire toutes les informations possibles, les numéros de compte, parfois les entêtes techniques des mails, etc. Ce n'est pas souvent fait. Souvent, il manque des informations qui nous permettent qui ne nous permettent pas d'enquêter dans le bon sens. Mais je reviendrai peut-être là-dessus sur la fin, parce que c'est quand même un élément important. On peut passer au slide suivant. L'implication des mules bancaires. Les mules bancaires ont évidemment des parcours divers, des implications diverses dans des dossiers divers. On n'a pas une seule ligne de défense et une seule ligne d'implication de la part de ces mules. Mais je souhaiterais insister sur quelques points. Tout d'abord, le fait que dans les dossiers de fraude, les mules bancaires ne sont pas les seuls auteurs. Vous avez bien compris, Madame Goré évoquait déjà le fait que les mules bancaires sont recrutées. Elles ne savent pas d'emblée toutes seules comment faire pour avoir plus d'argent. Elles vont être recrutées par ce qu'on appelle évidemment des recruteurs, qui sont des personnes qui sont quelque part entre le niveau le plus bas, qui est le niveau des mules bancaires, et les niveaux d'organisation criminelle qui est tout en haut. Au milieu de ça, il y a notamment quelque part l'étage des recruteurs qui, sur Bruxelles, vont traîner dans des cafés, transmettre via leurs cousins, via Telegram, via Snapchat, des propositions de gagner de l'argent facile et soi-disant tout à fait légales, comme Madame Goré vous l'a montré. Ces recruteurs sont évidemment une des chevilles ouvrières du système qui permettent d'activer quelque part des mules bancaires. Les recruteurs ne sont pas seuls non plus. Au-dessus d'eux, il y a toutes les organisations criminelles, que ce soit au niveau du hacking, du développement de fraud as a service, donc le fait de permettre à quelqu'un de créer par lui-même le phishing, etc. Et puis surtout, ensuite de l'implication des mules, les mules vont servir à prêter leurs comptes. Ces comptes vont servir à blanchir l'argent des fraudes et par après, il faut évidemment que l'argent qui atterrit sur le compte, qui peut-être va passer encore sur d'autres comptes en cascade pour que l'argent soit le plus rapidement mis hors des mains à la fois des banques, des services judiciaires, etc. Évidemment, nous, on essaie de bloquer le plus rapidement possible, mais eux sont très, très, très rapides quant au fait de faire sortir l'argent des comptes. Et donc, il y a également dans tout ce phénomène pénal ce qu'on appelle les cashers, donc les gens qui vont aller retirer au niveau des banques principalement, ou parfois via des paiements, via PayPal, que ce soit à Singapour, en Chine ou ailleurs, font sortir tout de suite l'argent des comptes par des achats ou par du retrait bancaire. Il y a donc différents rôles dans ces organisations criminelles. Et les mules bancaires, on les appelle mules bancaires parce qu'on considère qu'elles sont vraiment quelque part la partie la plus basse du phénomène criminel. Maintenant, certaines mules bancaires sont impliquées de manière beaucoup plus importante que ce qu'elles ne veuillent bien l'admettre dans les dossiers. Et ça, évidemment, ça dépend d'un dossier à l'autre. On a déjà vu des mules bancaires qui prêtent différents comptes à différentes étapes du blanchiment en cascade, d'autres mules qui s'occupent elles-mêmes de retirer en cash et de restituer l'argent retiré à l'exception d'une commission. Elles vont parfois avec tout en groupe faire des achats, etc. Donc évidemment, leur implication est diverse et donc le terme mule bancaire est parfois mal choisi à ce niveau-là. Alors que font-elles? Qu'est-ce qu'on leur demande concrètement? On leur demande soit de prêter leur compte et leur code via leur carte bancaire à des recruteurs, soit elles vont jusqu'à donner leur code phone bank, home bank, etc. Soit elles vont même ouvrir des nouveaux comptes dans différentes banques au même moment, ce qui est évidemment un comportement qui est déjà plutôt interpellant et que je crois que les banques qui inquiètent également les banques, et c'est pourquoi les banques actuellement aussi, je pense, tentent d'avoir l'attention attirée par ce genre de démarche.
Ces personnes sont également les plus identifiables, puisqu'elles sont titulaires du compte. C'est quelque part la seule partie de la chaîne pénale qui est assez claire. Elles sont les chevilles ouvrières du processus d'anonymisation parce qu'elles sont là, leur nom est au dossier, mais tout le reste est quelque part anonymisé, non seulement par ce principe de mule bancaire, mais également par toute une série de possibilités d'anonymisation, que ce soit au niveau des GSM qui, quand les opérateurs téléphoniques ne respectent pas assez bien leurs obligations d'identification de carte SIM, grâce au VPN, grâce à tout un système qui permet en fait d'anonymiser énormément la criminalité dématérialisées qu'on retrouve grâce à la cybercriminalité. Ces mules également rattachées à notre arrondissement de manière plus facile que les organisations criminelles, donc quelque part on leur retombe dessus assez facilement. Et juridiquement, ça c'est un élément important, les victimes des fraudes peuvent évidemment se retourner contre chaque personne impliqués dans le dossier à hauteur de 100% de leurs dommages. C'est-à-dire, s'il y a 4 mules bancaires dans un dossier qui ont une connexion précise à la fraude qui a amené un préjudice à une victime, la victime va pouvoir réclamer 100% de son dommage à une mule. Elle pourra choisir peut-être la mule la plus solvable. Elle ne pourra jamais réclamer plus que 100% de son dommage, mais quelque part, la loi pénale prévoit qu'elle pourra réclamer son dommage à toutes les personnes qui ont été impliquées. Et j'en viens du coup au fait que, et je reviendrai là-dessus après, sur le fait que, évidemment, au niveau bancaire, les mules vont être fort impliquées et ont le risque le plus important, effectivement, dans la logique criminelle. Alors, j'évoque sur le slide, vous verrez, donc la corréité, ce qui veut dire être co-auteur, et la complicité. Ce sont deux éléments pénaux qui expliquent que quand une mule dira « oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre, moi j'ai juste prêté ma carte, je savais ce qui allait avoir lieu, mais je n'ai rien fait », ça ne marche pas, puisque au niveau du droit pénal, quand on est auteur ou co-auteur, c'est la même peine qui s'applique. Maintenant, on pourrait toujours considérer que prêter sa carte avec son code, c'est ce qui permet au crime d'être commis, donc c'est ce qui sert au crime. Dans ce cas-là, ils sont considérés comme complices de certaines infractions et c'est la peine immédiatement inférieure qui s'appliquera pour eux. On peut passer au slide suivant et j'invoquerai donc très rapidement, parce que je pense que ça risque à la fois de vous endormir et peut-être que ça ne concerne pas immédiatement le public aujourd'hui, les différentes infractions qui sont la plupart du temps retenues dans les dossiers qui concernent les dossiers de fraude et donc notamment les dossiers de mules bancaires. Il faut savoir que les mules bancaires arrivent au tribunal parfois toutes seules, parce qu'on a fait un dossier séparé pour elles, parfois avec 12 autres personnes, parce qu'on a trouvé toute une série de personnes qui étaient actives dans la fraude que le tribunal a à connaître. Le blanchiment est la première infraction qui est retenue pour les mules bancaires, puisqu'en prêtant leur compte, elles créent quelque part, grâce à leur compte, un véhicule de blanchiment qui permet à l'argent des fraudes d'arriver et de repartir très rapidement. Et à ce titre-là, évidemment, elles sont même quelque part l'acteur principal du blanchiment qui est repris dans tout le groupe d'infractions qui sera retenu dans le cadre des dossiers de fraude. Ils sont parfois poursuivis que pour le blanchiment. Et il y a d'autres dossiers dans lesquels on considérera qu'en fait, ils font partie d'une organisation criminelle ou d'une association de malfaiteurs de manière générale qui commet en groupe toute une série d'infractions diverses que je vais évoquer actuellement. Donc, au-delà du blanchiment, il y a évidemment le phénomène d'escroquerie. C'est le fait d'obtenir de l'argent ou des fonds ou des valeurs en usant de manœuvres frauduleuses. Vous aurez assez vite compris qu'on est complètement dans les escroqueries dans le cadre des fraudes. Vous verrez qu'à chaque fois, j'indique également les différentes peines qui sont attachées à ces infractions-là. Donc pour le blanchiment, on est de 15 jours à 5 ans. Et d'une amende, plus d'une confiscation obligatoire. Je reviendrai là-dessus par après. Pour ce qui est de l'escroquerie, on est nouveau dans un emprisonnement d'1 mois à 5 ans, plus une amende de 26 à 3 000 €. On peut passer au slide suivant. Il y a également, comme infraction courante, le faux et l'usage de faux. Évidemment, quand on est dans des cas de fausses factures ou de factures falsifiées, des faux d'informatique pour ce qui concerne le phishing, ce sera souvent des faux qui sont commis quelque part en ligne et de manière informatique. Donc, c'est cette infraction-là qui sera retenue. Vous voyez à nouveau que les peines ne sont pas anodines, sont des peines importantes. Et enfin, je pense qu'on peut encore passer au slide suivant. Merci. Il y a cette infraction qui chapeaute
l'ensemble des infractions pour ce genre de méfaits, qui est l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle, qui sont punis plus ou moins sévèrement et qui consiste dans le fait d'être un groupe pour commettre toute une série d'infractions, groupe simple, entre guillemets, pour l'association de malfaiteurs, ou bien organisé, avec des rôles précis pour chacun, étalés dans le temps, etc., éventuellement avec la constitution de sociétés pour commettre différents méfaits. Ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation criminelle. Voilà donc les différentes infractions qui relèvent du code pénal et que nous avons tendance à retenir dans nos dossiers. Mais en plus des infractions du code pénal, qui est le point 1 de mes slides, on peut passer au slide suivant. Il y a également une autre base légale sur laquelle on peut poursuivre les mules bancaires, qui est cette fameuse loi du 18 mars 2018 relative aux établissements de paiement et établissements de tout ce qui concerne un peu le secteur bancaire, et donc aussi l'activité de prestataire de services de paiement, puisque l'article 149 de cette loi interdit en fait de fournir des services de paiement sans en avoir l'autorisation de manière reconnue par la BNB. Évidemment, vous me voyez venir, une mule bancaire n'a pas demandé d'avoir des autorisations requises pour développer des services de paiement, comme la plupart des gens qui prêtent leur compte. Et donc, en fait, tout simplement, le fait de prêter son compte est interdit, même si à la base, ils viennent dire « oui, il n'y avait pas d'intention criminelle, je ne savais pas du tout ce qu'ils feraient avec mon compte ». Peu importe, le fait de prêter son compte est interdit. Et évidemment, sur base de cette loi-là et de cet article-là, on peut poursuivre des gens qui, d'une manière ou d'une autre, arriveront toujours à faire croire qu'ils ont prêté leur compte de manière de bonne foi. Maintenant, évidemment, notre travail depuis 1 an et demi est d'affiner les enquêtes et d'affiner tous les devoirs permettant de mettre à mal les explications des mules bancaires, qui nous diront un jour qu'ils ont perdu leur carte, qui nous diront un autre jour qu'ils ont perdu leur carte avec leur code. Mais bon, toute personne prudente et diligente se doit évidemment d'utiliser CarteStop quand sa carte bancaire est perdue, et on voit souvent que ce n'est pas le cas. On voit par ailleurs que parfois ils disent avoir perdu leur carte, mais on voit par ailleurs qu'ils continuent à recevoir de l'argent, notamment leur chômage, etc., sur leur compte, bien plus tard. Or, évidemment, ils n'auraient pas manqué de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Donc, il y a toute une série d'éléments qui nous permettent souvent de mettre à mal leurs explications, comme quoi ils n'ont rien fait, ils sont de bonne foi. Parfois, ils sont vraiment de bonne foi, ou on n'a pas assez d'éléments, et c'est comme ça, malheureusement, ça arrive, mais la plupart du temps, on peut quand même mettre en échec la crédibilité de leurs propos. On peut passer au slide suivant, qui concerne les conséquences concrètes au niveau pénal. Je vois des éléments, on ne dit pas de soucis chez moi, par écrit. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous m'entendez bien? Oui, je ne pense pas qu'il y ait un souci, sinon vous me faites signe si c'est un problème. Au niveau du défilement des slides, mais chez moi, il n'y a pas de souci. Ah, ok, très bien. Bon, de toute façon, les slides, je crois, seront mis à disposition des participants. Donc, s'il y a des questions par après, n'hésitez pas. Donc, quelles sont les directions pénales possibles pour les mules bancaires? La première, si on est vraiment face à une mule qui soit est en état de récidive, soit a ouvert énormément de comptes, est vraiment bien impliquée, on mettra peut-être même le dossier à l'instruction avec une demande de mandat d'arrêt, ce qui impliquera une détention préventive de l'intéressé durant l'enquête, et à la fin de l'enquête, s'il y a assez de charges, il sera renvoyé devant le tribunal correctionnel. Une autre possibilité est que le parquet, le procureur, garde le dossier, fasse toute l'enquête et puis cite cette personne devant le tribunal correctionnel pour aller requérir, en expliquant le dossier, la culpabilité de la personne et une peine vis-à-vis de cette personne. Ça, c'est mon rôle. Donc, en tant que procureur, c'est notre rôle, c'est de faire l'enquête et puis d'aller à l'audience et demander une peine. Et une autre possibilité est de ne pas aller au tribunal correctionnel. Vous savez probablement que notre temps d'audience est limité, le nombre de magistrats est limité, et donc on doit trouver les meilleures manières de donner une suite à tous nos dossiers, quels qu'ils soient. Et donc, on développe également des alternatives aux poursuites qui sont parfois tout à fait constructives et nécessaires, hein, parce qu'il y a des personnes là-dedans qui sont, qui ont une situation qui mérite autre chose qu'une citation. Et là, on développe comme alternative aux poursuites une médiation pénale. Ça implique que la mule bancaire à rendez-vous dans notre bureau, on discute avec elle de ce qu'elle a fait. Elle est en aveu dans ce cas-là, sans quoi on ne peut pas faire de médiation pénale. On développe évidemment toute une série de conditions qu'ils doivent remplir pour éviter d'aller devant le tribunal correctionnel. Et ces conditions sont, par exemple,
l'indemnisation du préjudice de la victime, un travail d'intérêt général, une lettre d'excuse. Dans d'autres dossiers, on pourrait penser à une thérapie, etc. Même si ici, évidemment, ce n'est pas le cas, pas spécialement en tout cas. Sauf si on considère qu'ils font ça pour gagner de l'argent facilement parce qu'en fait, ils ont une assuétude à la drogue. Ben, peut-être qu'alors à ce moment-là, une thérapie serait utile. Enfin voilà. On développe les choses de manière individuelle et individualisée. Une autre alternative est la transaction ou enfin ce qu'on appelle l'approbation prétorienne. C'est-à-dire que les personnes sont à nouveau invitées dans notre cabinet, on discute avec elles de ce qu'elles vont mettre en place sans passer par les maisons de justice, ce qui est le cas pour les médiations pénales, et en fonction de l'évolution à la fois du comportement de la personne, de son indemnisation auprès de la victime, etc. Le dossier peut s'arrêter à ce stade-là avec un sérieux avertissement, évidemment, c'est-à-dire que si elle recommet un fait équivalent ou un autre fait qui est proche, on a toujours le loisir de la citer quand même devant le tribunal correctionnel. Donc, il leur reste une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Voilà, pour ce qui est des directions pénales possibles. Et alors, quand on décide d'amener le dossier devant le tribunal correctionnel, j'ai passé avec vous en revue les différentes infractions. Sachez évidemment que le code pénal prévoit que lorsque plusieurs infractions, il y a une intention délictueuse unique pour plusieurs infractions, seule la peine la plus forte de l'infraction, la plus forte, est appliquée. Et si je requiers cette peine-là, je ne vais pas pour autant l'obtenir. Moi-même, je ne vais pas demander d'emblée un emprisonnement immédiat et de 5 ans ferme. Il est possible d'avoir, soit je le requiers, mais soit le juge le prononcera, soit même, ça peut être évidemment demandé par la défense. On peut obtenir un sursis. Une amende est évidemment prévue. Au-delà de l'emprisonnement et même du sursis, une peine de travail est possible, tout comme une peine de probation. Ce sont les directions les plus probables d'un dossier. Alors, un mot sur les confiscations. Au-delà de la peine d'emprisonnement, éventuellement avec sursis, et de l'amende, et de l'interdiction parfois des droits qui sont prévus au code pénal pour certaines infractions comme le faux, une personne peut être déchue de son droit de rentrer dans des fonctions publiques, d'être élu, le droit de devenir tuteur, etc. Ce sont tous des droits qu'ont chaque citoyen, mais qui, dans certains cas, certaines condamnations, sautent parce qu'on considère qu'ils ne sont plus à même de les respecter ou ils ne sont pas des personnes qui sont suffisamment, quelque part, voilà, leur casier judiciaire est trop important pour pouvoir encore avoir droit à ces droits du citoyen. Un mot sur les confiscations. La confiscation est toujours prévue en droit pénal, quasi toujours, pour différents éléments. Elle est soit obligatoire, soit facultative. Elle sera facultative pour ce qu'on appelle les avantages patrimoniaux tirés de l'infraction. Ça veut dire, si je vends des stupéfiants et que j'ai de l'argent, l'argent est un avantage patrimonial tiré de l'infraction. Et en tant que procureur, je peux évidemment demander la confiscation de cet argent devant le tribunal. C'est également le cas pour toute une série, même pour les avantages patrimoniaux tirés des escroqueries, par exemple, dans les dossiers qui nous concernent. La différence pour ce qui concerne le blanchiment, qui est donc l'infraction principale retenue dans le chef des mules bancaires, c'est que l'article 505 du Code pénal prévoit que cette confiscation est obligatoire. Ça veut dire que la mule bancaire qui a vu passer sur son compte 60 000 € et qui donc a participé activement, et même l'auteur du blanchiment de 60 000 € sera normalement, devant le tribunal, condamné à payer les 60 000 €. Alors, il sera condamné une fois, c'est-à-dire que si la victime réclame son dédommagement, le tribunal ne va pas m'accorder, entre guillemets, mes réquisitions de confiscation. Il ne va pas devoir payer une fois à l'État belge, en quelque sorte, en guise de peine, et une deuxième fois à la victime. Mais cette confiscation est a priori obligatoire, donc ça a des conséquences financières très, très importantes pour la mule bancaire. Le juge a toujours la possibilité de réduire quand même cette confiscation pour des raisons de déclassement, de risque de déclassement, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez tous vous endormir. On peut passer au slide suivant. Voilà, je l'ai déjà un peu évoqué, mais donc la mule bancaire, qui est quelque part le maillon le plus faible ou le plus immédiat, mais également le moins criminel, si je peux m'exprimer ainsi, de toute l'organisation criminelle, de tout le système qui est mis en place, se fait en quelque part piéger, même si les auteurs, même s'il faut, j'estime qu'il faut les poursuivre parce qu'on a des victimes derrière ces dossiers, on ne peut pas les laisser sur le côté.
quelque part, les mules bancaires se font piéger. On va leur dire argent facile, c'est légal, viens chercher ta com, ne t'inquiète pas, la justice va jamais rien faire. Au pire, dans 2 ans, tu as une audition, mais tu n'as qu'à dire que tu n'en sais rien, que tu as perdu ta carte. Ça ne se passe pas comme ça. Nos enquêtes ont été affinées. Comme je vous l'ai dit, les explications qui sont données par les mules sont actuellement beaucoup plus facilement balayées parce qu'on fait toute une série d'enquêtes sur des éléments concrets que je ne vais pas vous donner, évidemment, puisqu'on doit parfois quelque part garder nos secrets. Et donc, en fait, elle va être piégée. Elle va être piégée, elle va être poursuivie. Et en plus de ça, elle ne va pas vouloir balancer ses copains ou même son recruteur. Maintenant, de plus en plus, ils le font, en fait, et à juste titre, ils ont bien raison. Mais s'ils ne le font pas, ils vont se retrouver seuls au procès. S'ils se retrouvent seuls au procès, ils vont aussi être les seuls à assumer le dommage réclamé par les victimes ou les confiscations requises par le ministère public dont je viens de parler, ce qui veut donc dire qu'ils ont un risque financier très très important et quelque part un risque de déclassement, même si quelque part, et c'est peut-être une bonne chose évidemment, le juge a la possibilité parfois de réduire les confiscations, parce que le but évidemment des magistrats de la justice, qu'on soit procureur ou président, donc juge du siège, au siège. Le but n'est pas du tout d'enfoncer les gens et de, quelque part, les empêcher d'avoir une vie correcte par après. Mais évidemment, il faut aussi que justice se fasse et donc c'est toujours un équilibre à trouver qui n'est jamais évident. Et évidemment, chaque dossier est différent. Je ne parle pas évidemment des conséquences hors justice qui sont importantes aussi au niveau bancaire, etc. Je pense que Madame Goré en a déjà parlé. On peut passer donc au slide suivant. En guise de conclusion, vous aurez compris que même si j'aime beaucoup mon métier et que je me sens évidemment très utile quand même dans ces enquêtes-ci, souvent on arrive en retard. On ne trouve pas toujours les auteurs parce qu'au niveau des organisations criminelles, à ce niveau-là, ils se retrouvent en Turquie, aux Pays-Bas, à Tel Aviv, etc. Et on n'est jamais sûr même que ce soit eux. Enfin, les enquêtes, avec les moyens qu'on a et le problème transfrontalier, sont vraiment pas évidentes. Donc, on a quasi toujours les mules bancaires, parfois les recruteurs, et pas toujours ce qu'on appelle le bovenbouw, donc vraiment la structure faîtière de l'organisation criminelle. Ce qui m'amène à dire que la prévention et l'éducation, évidemment, est essentielle, tant du côté des victimes, et donc je salue toutes les démarches qui sont faites, tant par Febelfin que par tous les acteurs qui travaillent à lutter activement contre le phénomène, tant du côté des auteurs et donc du volet de la mule, que du côté des victimes. Et je dois dire que pour la mule, il y a 2 éléments qui sont importants. Il y a le danger personnel de prêter son compte avec les conséquences financières, mais quelque part, au-delà de leur niveau, ils participent réellement à un phénomène criminel important qui entraîne de nombreuses victimes. Et évidemment, vous aurez deviné comme moi que l'argent détourné n'est pas spécialement investi ni dans l'économie réelle, encore moins dans des ONG, et peut évidemment servir à financer d'autres infractions. Donc ce système et le phishing est vraiment un gros apporteur de capital pour des dessins qui sont en général peu recommandables, raison pour laquelle on insiste évidemment sur l'importance de la prévention et de l'éducation. Je souhaitais conclure par ces éléments-là et je voulais donner un dernier petit explicatif. Excusez-moi parce que je vois normalement le webinaire se termine dans 7 minutes, donc je Oui. propose peut-être que vos interventions toutes les 2 se terminent pour 15 heures et parce qu'on a des questions qu'on puisse quand même avoir le temps d'y répondre en ne débordant pas trop dans le timing prévu. Merci à vous. Merci pour la remarque. Je clôture en 2 secondes. Donc pour ce qui concerne les victimes, je ne vais pas être longue, mais vraiment l'importance de déposer plainte, et pas seulement auprès de la police, mais également auprès des banques, via SafeOnWeb, donc qui est la plateforme mise en place par CCB, qui a une réactivité très utile de blocage, etc., au niveau de la cybercriminalité. Et le SPF ECO, via son point de contact central, a également fait un bon travail également à ce niveau-là. Mais je peux que, évidemment, inviter les victimes à déposer plainte également au niveau de la police avec tous les éléments qui pourraient permettre de faire l'enquête, parce que le grand problème, c'est que souvent, il nous manque des informations, et quand on doit les redemander à la police, de redemander à la victime les informations dont on a besoin, on n'a pas toujours de réponse. C'est toujours très compliqué de développer des enquêtes qualitatives à ce niveau-là. Et alors, quand il y a un procès, il faut que les victimes, idéalement, viennent à l'audience, qu'elles répondent, qu'elles réclament leur dommage et qu'elles
qu'elle soit là. Je pense que ça, en plus, ça a un impact plus important dans le chef des auteurs des infractions. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie pour votre attention et je réponds aux questions avec Madame Goré, aux questions qui seront posées. Merci. Je vais essayer d'aller rapidement pour le reste de la présentation. Donc, je pense que pour tout ce qui est mules financières, on a déjà eu un bon éclairage. Juste dire que oui, depuis quelques années, on fait de la prévention au mois de décembre sur le phénomène des mules financières. Donc, cette année encore, il y aura de la prévention. Je pourrais transmettre tout le matériel de campagne au mois de décembre une fois que ça sera fait. Je vous ai mis un témoignage d'une mule. Très rapidement, voilà, pour dire qu'au niveau des banques et de Febelfin, c'est vraiment une priorité, la lutte contre la fraude, parce que voilà, le phishing, c'est vraiment devenu un problème de société. Il n'y a plus aucun secteur qui est épargné. Voilà, il y a vraiment une nécessité de collaboration avec toutes les parties prenantes. Donc, on part du principe que plus on collabore, plus on peut tenter d'arrêter les fraudeurs. Et au niveau du secteur financier en particulier, il y a différentes actions et procédures qui sont prises pour lutter contre la fraude en ligne. Si on prend les banques et la sécurité des services bancaires en ligne, ben voilà, vous avez tout ce qui est mécanismes de sécurité qui sont intégrés. Il y a des vérifications, des contrôles supplémentaires pour détecter les fraudes. Les différentes banques, elles se consultent aussi pour partager des informations sur les nouvelles techniques de fraude, sur les critères utilisés pour détecter les fraudes. Et l'idée, c'est vraiment que avec ce partage, les banques puissent mettre à jour en permanence leur système de sécurité. Et au niveau de Febelfin, on a aussi des groupes de travail qui échangent des informations pour détecter les fraudes. Il y a des procédures en cas de crise. On travaille en partenariat avec d'autres parties prenantes, etc. Mais évidemment que le phishing, les criminels vont surtout cibler les personnes et pas les systèmes. Et donc, comme Madame Dambour le disait, la prévention, la sensibilisation du grand public, c'est vraiment clé. Je vais passer rapidement, voilà, c'est pour dire qu'on collabore avec toute une série de parties prenantes pour venir à bout de la fraude. Je vais passer rapidement aussi ça, donc je l'ai un petit peu dit. On a différentes mesures de sécurité qui sont prises par les banques. Bon, voilà, vous connaissez la plupart de cela. Peut-être ce qui est intéressant de savoir, c'est que les banques, elles vont surveiller aussi en permanence en fait les ordres de paiement qui sont faits en ligne et la manière dont vous opérez les opérations bancaires. Et si une banque remarque un virement qui est suspect, elle va pas le traiter immédiatement. Elle va d'abord effectuer un certain nombre de contrôles et dans ce cadre, elle peut contacter directement le client pour confirmer l'ordre de paiement ou non. Et d'ailleurs, on sait que 75% de l'ensemble des virements frauduleux sont détectés et ou récupérés par les banques. Ça, je vais vite passer parce que je vois le temps qui tourne. Voilà, donc la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, surtout quand on sait que 12% de la population n'a jamais entendu parler du phishing et ça monte jusqu'à 30% quand il s'agit des jeunes. Febelfin, à notre niveau, on réalise depuis 2012 des campagnes contre les fraudes. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo il y a quelques années parce qu'elle a eu pas mal de succès et l'idée, on a commencé à dire que voilà, il fallait faire attention aux informations qu'on partageait sur Internet. Cette année, on a collaboré avec le Centre pour la cybersécurité en Belgique, donc le CCB et la Cyber Security Coalition, pour faire une campagne nationale contre le phishing qui s'appelle « Soyez malins, déjouez le phishing ». Et le but, c'est de sensibiliser le grand public avec 3 messages clés, qui est d'abord ne partagez jamais vos données bancaires, que ce soit le code PIN, code du DigiPass, quand on reçoit un message avec un lien. On doit aussi transférer toujours ces messages frauduleux à suspect@safeonweb.be. Ça permet au CCB de faire bloquer les liens suspects derrière les messages et donc permettre aux citoyens moins vigilants d'être protégés étant donné que le lien sera bloqué. Et le 3e message, c'est de dire, ben voilà, téléchargez la nouvelle application gratuite SafeOnWeb. C'est une toute nouvelle application qui permet d'être averti des cybermenaces, des nouveaux messages de phishing. Si vous êtes intéressé, j'ai inséré le lien dans ce slide, vous pouvez trouver tout le matériel de campagne. On a aussi réalisé une petite vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux et à la TV. Je ne sais pas si j'ai le temps de la diffuser vite fait ou pas. Oui, allez. Oui. Merci. Oh,
Oh. Majesté, je suis de coffre-stop. Votre compte bancaire a été hacké. Morbleu! Donnez-moi votre code et vous serez vite rassuré. Mais bien sûr, mon code PIN est croix. Ne croyez pas un mot de ce que vous dit ce malandrin. Le seul code qu'il obtiendra est l'empreinte de mon gourdin. Qu'on le jette aux oubliettes. Et sans Wi-Fi. Non, non pas sans Wi-Fi! Oh, match. Soyez malin, déjouez le phishing. Téléchargez l'application CPhoneWeb. Plus d'infos sur cphoneweb.be. Voilà. Ça me le remet en permanence. Voilà. Oui, on a pris différentes initiatives aussi en 2021. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pourrez voir sur la une et Typique jusqu'au vendredi des petites capsules qu'on a réalisées avec Patrick Ridremont. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est à 18h25 sur la une à partir d'aujourd'hui et 19h50 sur Typique. Bon, je passe vite rapidement. Donc, à retenir, évidemment, c'est, comme je l'ai déjà répété, c'est de jamais communiquer les codes bancaires voilà, via un lien, etc. Donc, il faut jamais faire d'opération via un lien qu'on a reçu dans un message, mais de les faire toujours en ouvrant soi-même son application bancaire ou en allant sur son PC banking. Et de cette façon, on est sûr qu'on est sur une page authentique. Voilà, c'est important de ne pas donner ces codes, car en faisant ça, c'est un petit peu comme si vous donniez votre portefeuille à un inconnu dans la rue. Que faire si on reçoit un message suspect? Eh bien, je l'ai dit, c'est de le transférer à suspect@cphoneweb.be. Si vous recevez un faux SMS ou un faux mail au nom d'une banque, vous pouvez aussi le transmettre à la banque. Donc, chaque banque a une adresse spéciale qui est dédiée au phishing et ça permet de faire bloquer les sites de phishing, éviter que d'autres personnes ne tombent dans le piège. Alors, que faire si on a donné tout de même ces codes? Eh bien, c'est de prendre le contact le plus vite possible avec la banque. C'est d'avertir deuxièmement carte stop si on a aussi communiqué ces données de carte, de modifier aussi ces codes, ces mots de passe, etc. si on les a communiqués, et de déposer plainte auprès de la police avec toutes les informations qui sont liées au préjudice subi et de transmettre une copie du PV à la banque. Et voilà, donc pour rester au courant, CPhoneWeb a développé une nouvelle application gratuite qui est très très utile et qui permet d'avoir des informations sur toutes les nouvelles fraudes, celles qui sont tendances pour le moment, les messages de phishing qui circulent beaucoup. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Désolée, j'ai été un petit peu rapide pour la fin, mais bon, c'était pour respecter le timing. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous poser quelques questions, enfin les questions qui ont été posées sur les conversations. Je pense que vous en avez déjà répondu à certaines. Entre autres, peut-on bloquer ces adresses mail ou ces SMS? Mais ça, je pense que vous avez expliqué qu'il fallait s'adresser à CPhoneWeb et que CPhoneWeb donc bloquait les adresses et les sites concernés. Voilà, donc dès qu'on reçoit, on peut transférer les SMS qu'on reçoit donc avec une simple capture d'écran ou faire un transfert de mail à l'adresse suspect@cphoneweb.be. Alors c'est une adresse automatique, donc ça ne sert à rien de préparer un beau mail, c'est quelque chose d'automatique et ça permet effectivement de faire bloquer les liens qui sont contenus dans les messages. Il y a aussi tout ce qui touche à l'aspect prévention. Donc, si Febelfin donne des formations sur cette thématique sur les lieux de travail. Alors, en fait, nous, ce qu'on fait en tant que Febelfin, c'est plutôt, oui, des webinaires. Donc ça, on va toujours faire des webinaires pour soit le grand public, soit pour des publics plus ciblés, comme par exemple ici. Donc ça, il y a toujours possibilité d'organiser des webinaires. Après, en tant que tel, ce n'est pas des formations, comment dire, des vraies formations entre guillemets. C'est plutôt, oui, voilà, de l'information générale. Mais voilà, on a toujours une possibilité d'organiser quelque chose, évidemment, si on nous contacte. Voilà, c'est toujours de la prévention et on est très actif dans la prévention de tout ce qui est phishing ou mule financière. Donc, sur tous les lieux de travail, y compris pour des publics qui sont des personnes porteuses d'un handicap? Ça peut se faire, surtout que pour le moment, on est en train justement de développer avec une collègue tout ce qui est communication avec des personnes qui sont porteuses d'un handicap, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut éventuellement se faire en collaboration avec cette collègue qui s'occupe de ça.
Et s'il existe des outils brochures accessibles aux citoyens lambda? Oui, alors il y a tout d'abord le lien que j'ai intégré directement dans le slide où vous voyez la nouvelle campagne. Donc ça, c'est tout du matériel que Safe on Web a préparé. Il y a aussi un PowerPoint qui explique aussi comment reconnaître le phishing, il y a une brochure. Et puis, on a le site directement de Safe on Web qui permet justement d'avoir des infos. Il y a aussi des tests pour voir si on arrive à reconnaître des mails ou des SMS de phishing. Au niveau de Febelfin, on fait aussi régulièrement du matériel de campagne. Donc ça, voilà, on peut s'adresser à Suspect à Safe on Web ou Febelfin, par exemple. Et donc, pour les webinaires, il faut consulter le site de Febelfin ou vous contacter personnellement? Oui, voilà, vous pouvez me contacter personnellement et on voit après, en fonction des besoins, s'il y a possibilité de faire quelque chose. En cas de doute sur une situation ou une invitation concrète, comment s'informer pour vérifier la fiabilité du mail ou du SMS? Y a-t-il un site de référence? Donc, je suppose que c'est toujours Safe on Web. Oui, voilà, c'est Oui. ça. Au niveau de Febelfin, on donne aussi beaucoup d'infos. Bon, évidemment, je parle au nom de Febelfin, mais Safe on Web, c'est vraiment le site de référence pour toutes les arnaques. OK. Et une question qui s'adresse plus à Madame Dambourg. Est-ce que les victimes sont effectivement indemnisées pour les dommages subis? Et quid si la mule est insolvable? C'est évidemment une bonne question. Donc évidemment, il y a plusieurs étapes qui doivent se suivre pour qu'une victime puisse être indemnisée. La dernière étape est la plus difficile, c'est la solvabilité de l'auteur. Même s'il est condamné, poursuivi et condamné, encore faut-il qu'il soit solvable et on peut parfois partir avec des huissiers pour essayer d'exécuter des jugements. C'est souvent compliqué, sachant que les mules bancaires sont des personnes qui sont souvent déjà à la base dans des situations de précarité certaines. Donc, c'est compliqué. Maintenant, pour le phishing, je pense que les banques, quelque part, ont une politique d'intervention que je ne connais pas précisément, mais pour laquelle les victimes peuvent se renseigner. Elles ont fait souvent un travail proactif assez important. Voilà. Je pense que le phénomène du phishing est un phénomène qui, pour cela, est notamment très compliqué. C'est que l'indemnisation n'est pas évidente et que donc la prévention doit absolument être travaillée avec insistance. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour des questions. J'ai peut-être juste un dernier commentaire parce que je pense que Febelfin a très bien insisté sur les réflexes à avoir, donc ne jamais transmettre les codes et surtout bloquer sa carte auprès de CartStop quand on voit une transaction étonnante sur son compte. Même éventuellement, si on suspecte après un appel téléphonique qu'on risque d'avoir une transaction sur son compte. Un autre élément, c'est qu'il faut évidemment penser au volet home banking, phone banking. Donc, la carte ne va pas suffire. Si vous avez une application phone banking ou home banking, il sera aussi important de faire bloquer ces applications-là via un appel auprès de la banque. Oui. La carte ne suffira pas. Oui. Et aussi, peut-être un point que je n'ai pas cité, c'est que parfois les fraudeurs, quand ils essaient de faire du phishing par téléphone, ils ont une astuce, c'est de dire il ne me faut absolument pas votre code PIN, gardez bien votre code PIN secret, mais par contre, donnez-moi votre réponse qui apparaît sur le lecteur de carte. Et c'est pour ça que j'insiste aussi énormément en disant que même les réponses qui apparaissent sur le lecteur de carte, il ne faut jamais les communiquer. Donc c'est vraiment quelque chose à faire passer aussi si vous êtes en contact avec des personnes qui vous posent des questions sur ça, parce qu'ils vont vraiment essayer d'être malins et de dire non, ne donnez vraiment pas votre code PIN, parce que les gens retiennent, non, mon code PIN, je ne peux pas le donner, mais par contre, ils vont peut-être être moins vigilants avec les réponses sur le lecteur de carte. Voilà. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, si jamais, dans la conversation. Ce sont des remerciements. Donc, ce ne sont plus des questions. Bien, c'est le moment justement des remerciements. Merci à Madame Dambourg, merci Charline pour toutes ces informations. Merci à l'équipe de l'Observatoire pour l'organisation aussi. Donc, comme convenu, le PowerPoint et le podcast vous seront transmis par email. Par rapport à la question aussi relative, est-ce qu'il y a des outils pour le grand public, etc. Donc, comme je vous le disais, à la fin de tous les webinaires, on va essayer de compiler
les choses et de vous les transmettre pour que vous ayez un petit aperçu de ce qui existe. Et il me reste à vous donner rendez-vous pour le dernier webinaire de la série. Donc, ce sera le 9 décembre et on vous retrouvera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Bonne journée à tous.